Saint-Sandre, commune de Charente-Maritime, à 10 km environ de La Rochelle. Nous partons à la découverte de l'Onis Avenir sous une météo peu accueillante, à l'inverse du club. 370 licenciés, plus de 200 jeunes. Onis Avenir est une fusion entre Saint-Sandre et Puyllborough depuis plus de 10 ans maintenant. Pérenniser ce club, c'est un travail de tous les jours essentiellement basé sur le volontariat, comme nous l'explique le président Bruno Chaillet. 370 licenciés, ça veut dire beaucoup de travail en début de saison pour enregistrer les licences, ça veut dire aussi la veille, alors j'allais dire Zimbra, mais la veille de toutes les informations qui nous viennent de la Ligue des districts. Donc c'est un peu comme une entreprise, sauf que le manager qui est le président doit prendre en compte le fait que les gens sont bénévoles, il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas de salaire, donc les gens doivent venir motivés, avec la banane, le sourire et envie de rendre service à la collectivité qu'est le club. Pas de répit pour Onis Avenir une fois la saison terminée. Le club met en place un tournoi national destiné aux jeunes pendant le mois de juin, une période charnière selon le président. On a très vite mis en place nos fameux tournois jeunes, qui sont maintenant reconnus au plan national, qui comment dirais-je, ont vocation bien sûr à nous aider financièrement, mais qui sont des moments aussi propices pour générer une espèce d'énergie collective, tout le monde se regroupe, parce que 4 week-ends de tournois avec une cinquantaine de dirigeants, je peux vous dire qu'il ne faut pas qu'il en manque beaucoup à l'appel pour que ça fonctionne bien. Et maintenant, avec le temps, on a des équipes qui viennent un petit peu de toute la France. Et c'est vrai qu'on fait notamment pour les 15 et les 17 des tournois sur 2 jours. Donc forcément, quand vous avez des gens de la région parisienne, de Bretagne ou d'ailleurs, peu importe, de l'Est de la France, qui viennent passer 2 jours à La Rochelle, sur 2 jours, on leur laisse un peu de temps le soir, pour se balader, on se retrouve et tout. Donc il y a un côté un peu sympa, un peu dit détente, tout en étant quand même sérieux. Du côté des jeunes de l'Onis Avenir, là aussi, tout est assuré et encadré par Frédéric Proux, responsable technique jeune, un passionné qui a été baigné dans le football et l'encadrement depuis tout petit. Responsable jeune, c'est surtout de prendre soin des enfants, déjà, d'avoir une bonne éducation football, dans le respect et dans l'état d'esprit et dans la solidarité, tout simplement, parce qu'on sait très bien que maintenant, de nos jours, le football professionnel n'est pas forcément un exemple auprès des enfants sur tout ce qui est aspect financier, supporters et tout ce qui va avec. Donc il y a à peu près 250 enfants à gérer. J'ai cette année 45 éducateurs aussi à gérer, qui sont établis sur toutes les catégories. Donc c'est un travail de longue haleine, hein. C'est une vingtaine, entre 20 et 25 heures par semaine que je fais au club, en plus de mon travail, tout simplement. Donc c'est du travail, c'est un travail passionnant, hein. C'est un travail que je fais depuis l'âge de 14 ans, donc j'ai 47 ans actuellement, donc si vous faites le compte, ça fait un petit bout de temps que je suis sur les terrains, quoi. Onis Avenir est un club familial et de partage qui accueille même les plus petits à partir de 3 ans, les baby-foot. L'encadrement est vraiment la priorité pour Frédéric Proux, que ce soit sur le côté sportif, mais aussi celui du social. On accueille tout le monde, on accueille des enfants qui ont des grosses difficultés footballistiques, voire des enfants qui sont en capacité de jouer plus haut de ce qu'on peut leur proposer au club. Donc c'est vraiment un rôle éducatif déjà dans un premier temps et aussi un rôle social, parce que le foot de maintenant, on est rendu vraiment sur un foot social où on est obligé de se soucier en fait, de l'enfant en lui-même, de par ses problèmes perso, de par de plus en plus de parents séparés, donc ce qui n'est pas évident pour les enfants de bas âge. Et on commence aussi à accueillir des enfants, on a 2-3 enfants qui sont autistes Asperger, on a des enfants qui ont des grosses difficultés aussi psychologiques qu'on accueille et qu'on accompagne en fonction en fait de ce que nous disent les parents et on prend en compte tout ça, quoi. On essaye d'adapter les séances. Certains enfants arrivent à s'acclimater aux séances qu'on produit, forcément. Sur d'autres, on adapte les séances où on a un œil un peu plus attentif en fait sur ces enfants-là, qui sont pour moi comme tous les autres enfants, qui ont besoin de s'épanouir dans un loisir ou dans leur passion. Et c'est ce qui leur permet aussi d'évoluer un petit peu plus vite de par leurs problèmes de santé ou maladie. Donc pour nous c'est hyper important et on met vraiment le point dessus pour qu'il y ait un épanouissement total de tous les enfants du club, tout simplement. Onis Avenir FC, tout est dans le nom. Le club s'occupe de former les jeunes pour un jour intégrer les équipes seniors. Le relais est désormais passé à Sébastien Leland, l'entraîneur de l'équipe senior d'Onis Avenir. C'est l'ADN du club.
On a un pôle formation avec le RTJ Frédéric Proux qui est très bon. Ça permet de pouvoir bénéficier pour les seniors de joueurs de qualité, ce qui est mon cas actuellement puisque j'ai la génération 2002. On les appelle la génération dorée, c'est à 75% mon effectif. Donc on a des joueurs qui sont fidèles, qui sont formés au club et qui sont bons. Donc automatiquement, moi en tant qu'entraîneur, c'est du pain béni et ça nous permet de garder cet aspect famille. Alors, c'est toujours compliqué de parler de famille dans un club, mais cet aspect fidèle, voilà, ce côté fidélité, puisque c'est des jeunes qui ont été formés ici, qui ont connu Saint-Saëns, qui ont connu Nice Avenir, et de pouvoir travailler avec de nouveaux arrivants. On a eu 12 arrivées à l'intersaison, que des mecs qui sont rentrés tout de suite dans l'esprit du club et dans l'esprit du groupe senior. Donc pour nous, c'est très très bien. On vit très très bien la chose et on profite du travail effectué par la formation de Nice Avenir. Humainement, on est tous sur la même longueur d'onde. On vient pour travailler et prendre du plaisir. Les attitudes un peu négatives ont été bannies d'entrée de jeu, ce qui permet de pouvoir travailler de façon positive et avancer semaine après semaine. Les jeunes s'en réjouissent et préfèrent ce type de structure à l'image de Nicolas Etiambre, joueur de l'Onice Avenir depuis 2011 et sa fusion. J'ai fait toutes mes classes ici, avec le petit groupe de copains. Donc ça fait, on est encore 4 ou 5 à être encore dans l'équipe première. Et donc on a toujours joué ensemble, voilà, depuis qu'on est tout petit, quoi. Je cherche pas spécialement à jouer au plus haut niveau possible. Vraiment mon but c'est m'éclater dans un club familial et jouer avec mes copains, quoi. Rêver mais surtout briller sur la vitrine du club. Nice Avenir s'est qualifié pour le 6e tour de la Coupe de France, c'est historique. Le club de Charente-Maritime en Régional 3 sera opposé à Saint-Paul Sport, club de National 3 dans les Landes. Notre objectif premier, c'est prendre les maillots, parce que voilà, c'est le petit plus et on aime bien ça. Mais c'est vrai que maintenant, arrivé au 6e tour, mine de rien, on se dit qu'on est à un match de pouvoir jouer une équipe professionnelle. Donc c'est hyper important, et puis ce serait un rêve de gosse, quoi, clairement, de pouvoir jouer une Ligue 2 ici, à La Rochelle, ce serait énorme. Bon, les Girondins de Bordeaux, il faut. Hein. Sur le plan football, forcément, carrément avoir une grosse équipe, quoi. Même N2, vous imaginez, même N2 au parcours, ce que ça pourrait représenter. Bon, après, là, on est complètement en train de délirer. Là, je vais allumer la lumière, je vais arrêter de rêver, ça va, je vais être sorti de mon rêve. Mais non, après, c'est pour les joueurs, ouais, forcément. Mais le gars du Mas d'Agen que j'ai vu sur votre LFNA TV, il disait la même chose. Hein. Bon, gros, maintenant, c'est bon. Bon, je crois qu'ils ont une merde de tant pis, bon match. Mais bon, je souhaite aussi, comme des confrères de R3 qui fassent un bon match et qui se qualifient eux aussi. Qui reste, c'était 4 équipes, je crois, de R3. Mais bon. Après, à ce niveau-là, sur un match, comme on dit, pourquoi pas. Mais bon, on verra ce qui se passera. Qu'ils prennent du plaisir, surtout, qu'ils se fassent des bons souvenirs. C'est surtout ça que les anciens comme nous, on peut leur souhaiter. Le club de l'Onice Avenir progresse chaque année grâce aux bénévoles et aux encadrants. Une fierté pour Bruno Chaillet. La fusion fait que maintenant on a 3 terrains à Saint-Saëns, 2 terrains à Pulboro. Donc ça, c'est quand même un bel outil. On peut répartir un petit peu on peut mutualiser en fait les moyens. Donc les gens sont à l'aise. Et puis après, au niveau du management, il y a 3 équipes au sein même du club. Il y a la partie administration, gestion dont je suis le capitaine entraîneur, on va dire. Et puis après, vous avez les responsables seniors, vous avez le RTJ avec toute sa bande de jeunes. Quand même 250 licenciés à gérer, c'est gros. Et je pense que c'est ça en fait qui fait que ça fonctionne bien. Mon bilan, enfin ma réussite entre guillemets, et puis bon, les présidents précédents aussi, hein, c'est d'avoir, je pense, réussi à créer ça. Et je pense que cet équilibre-là, il est nécessaire et indispensable, à condition d'avoir les hommes et les femmes pour. Mais si on arrive à respecter ces terrains-là, ces terrains de jeu, on peut dire, eh ben ça marche très bien. C'est ça la réussite.
Aunis Avenir a désormais rendez-vous avec son histoire le week-end prochain pour pourquoi pas rêver plus grand. Ça réunit plus de 1000 personnes sur le week-end, puisque le projet depuis 2017, c'est de réunir sur un même lieu donc, toutes ces équipes qualifiées et sur un week-end d'inviter aussi tous les parents qui le souhaitent à venir supporter leurs enfants. Une animation qui va être de deviner le poids du trophée. C'est le trophée du gagnant du pitch, avec de deviner le poids le plus près possible, avec des petits cadeaux, des maillots de foot à gagner de nos 3 équipes professionnelles. 2 kilos. Quelle quantité d'eau arrose chaque année les pelouses de football en France? 12 litres, 100 millions de litres, 12 milliards de litres, 100 milliards. Alors, là il va falloir réfléchir les gars. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour sensibiliser les publics sur un moment de foot et de convivialité, pour parler de ces sujets de transition écologique qui deviennent, ça devient essentiel aujourd'hui que les clubs et les acteurs du monde du foot se sentent concernés. Une fois que vous avez noté une réponse, vous ne pouvez plus changer. Qui a remporté le Ballon d'Or en 2023? 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Kylian Mbappé, 4. Robert Lewandowski. L'objectif, il était vraiment cette année d'accéder à la finale régionale. Un peu comme une récompense pour les joueuses que je suis depuis 3 ans, avec lesquelles j'ai pu évoluer en tant que coach et les faire évoluer aussi en tant que joueuse et femme aussi. Ça représente beaucoup d'investissement, même au niveau des accompagnateurs, on peut les remercier de venir avec nous, de supporter l'équipe. Et pour le club, c'est une représentation du club au niveau de la région et de mettre aussi un investissement sur les jeunes et au niveau de la formation, tout simplement. Ces 2 jours, mis à part la pluie, en samedi quand on est arrivé, c'était un peu compliqué, le temps était un peu capricieux. Mais sinon l'organisation s'est bien passée, les équipes sont très très costauds cette année. Et c'est plutôt une bonne chose pour nous et pour tout le monde, parce que ça permet de porter le foot féminin et de le faire évoluer. Donc c'est plutôt cool. Sur ces 2 jours,
on retiendra le beau temps d'aujourd'hui, l'aspect footballistique qui a été d'un bon niveau et surtout l'aspect convivial où tout s'est très bien passé. C'est vrai que dans ces moments-là, des journées comme ça ou des week-ends comme celui que vous venez de vivre, ça reste exceptionnel, ça reste dans les mémoires. Et j'espère surtout que pour chacun d'entre vous, ce sera le début d'une très très longue carrière. C'est une grosse manifestation, très bien organisée. Je crois que la Ligue est très bien rodée depuis le temps qu'elle l'organise. Et puis pour cette catégorie d'âge, c'est toujours important de se retrouver parmi les meilleures équipes régionales, d'autant plus que 2 d'entre elles, une garçon et une fille, va représenter la Ligue au niveau national dans pas longtemps. Et puis à cet âge-là, ça reste toujours des moments mémorables et parfois le début de quelque chose. En tout cas, c'est tout le mal que je peux leur souhaiter. On peut aussi dire qu'aujourd'hui, il y a eu la parité puisqu'il y avait le même nombre d'équipes filles que d'équipes garçons. Je crois que c'est la première année que c'est comme ça, donc ça va dans le bon sens pour notre discipline. Maintenant, on a encore beaucoup de travail à faire pour atteindre le niveau des garçons au même âge, mais en tout cas, ça avance et si on doit copier le football des garçons, j'espère qu'on est qu'à l'aube de quelque chose de très beau. Le vainqueur du tournoi masculin cette année, c'est le Football Club du Longonnet. Le club de Limoges peut venir récupérer le vainqueur du festival U13 2024. Ce sont les Girondins de Bordeaux. Quart du tournoi. Très heureux pour elle. Et maintenant, la finale nationale à Cabreton. Et pour l'entrée du club. Les 22 et 23 avril dernier avait lieu l'Interligue Futsal des catégories U15 et U17 au centre omnisport du Temple-sur-Lot dans le Lot-et-Garonne. La sélection Nouvelle-Aquitaine était encadrée par Olivier Guiton et pour le conseiller technique régional, cet événement avait pour objectif de détecter déjà les futurs talents. L'objectif est donc pour les U15, nos jeunes U15, pour aller directement après sur un stage probatoire pour le Pôle France Futsal à Lyon. Et pour la deuxième sélection, donc pour les U16, U17, on est plutôt sur une observation de joueurs pour alimenter les sélections futsal dans un second temps dès la fin de saison et pour avoir aussi un suivi des joueurs, identifier les joueurs pour après leur permettre de voir l'évolution sur les prochaines saisons. La sélection Nouvelle-Aquitaine devait affronter 2 autres régions, celles de la Méditerranée et Auvergne-Rhône-Alpes, l'occasion d'évaluer le niveau de chacun par rapport à ce qui se fait de mieux ailleurs. L'idée, c'est de aussi se confronter avec d'autres régions pour voir le niveau, l'observation, puisqu'il y avait 2 cadres techniques de la fédération qui ont pu observer et aussi préparer les prochaines échéances, mais ils ont été quand même satisfaits du niveau, de l'engagement et des joueurs quand même de qualité. Alors même si on n'a pas forcément nous des joueurs futsal spécifiques, dans d'autres régions, notamment en Laura et Méditerranée, où ils ont quand même des clubs vraiment spécifiques, mais nous on a un petit peu juste du retard, mais la qualité est déjà là, donc je pense qu'on va pouvoir faire dans les prochaines années quelque chose vraiment d'intéressant, même si on a quand même réussi à gagner les interligues, même si c'est anecdotique, mais on a quand même gagné les interligues au niveau U16, U17, donc c'est toujours aussi bien pour les jeunes parce que c'est une sollicitation que l'on a toute la saison et c'est un aboutissement et c'est très prometteur pour nous et pour le staff puisqu'ils s'investissent à fond. Donc pour nous, c'est vraiment un très bon point positif. Une fierté donc pour Olivier Guiton après la victoire des 2 catégories de la Nouvelle-Aquitaine. Les U15 terminent premier ex aequo avec Auvergne-Rhône-Alpes, tandis que les U17 ont remporté 3 matchs sur 4
pour gagner un tournoi très homogène, le tout sous le contrôle de 4 arbitres néo-aquitains formés au futsal. Le bilan est positif pour Olivier Guiton. Le bilan est relativement positif dans l'attitude, dans le comportement, c'est ce qu'on attendait surtout de ça, puisqu'ils sont en sélection régionale. Nous on attend ça sur toutes nos sélections, que ce soit donc foot en traditionnel ou futsal. Voilà, l'idée c'est qu'une attitude irréprochable et surtout voilà, l'engagement qu'il faudra mettre dans ce futsal, puisque c'est la pratique quand même qui demande beaucoup d'activité aussi. C'est vraiment relativement intéressant tout ce qui s'est passé sur cette interligue, avec bien sûr le staff, puisqu'on est quand même avec un staff et je remercie le staff au niveau des deux sélections, puisque voilà, ils ont fait du très bon travail depuis le début de saison, depuis le mois d'octobre, puisqu'on a commencé les premiers rassemblements au niveau régional sur les vacances d'octobre, et ainsi on les suit toutes les autres vacances pour avoir une amélioration aussi sur ce public, et aussi pour voir beaucoup de joueurs tout au long de la saison. Cet événement a été scruté de près par Raphaël Reynaud, le sélectionneur de l'équipe de France A de futsal, ainsi que Benoît Subrin, le directeur du pôle France Futsal de Lyon. Un week-end intensif et bourré de talents qui risque bien de revoir le jour dans les prochaines années en Nouvelle-Aquitaine. Alors l'année prochaine, on sera dans une autre région, on va repartir en Laura, ça sera plutôt du côté de Vichy. Donc après, déjà moi je remercie la base du Temple-sur-Lot où on a eu un super accueil, de très bonnes installations, de super gymnases et vraiment tout le monde était ravi et enchanté. Donc on se retrouvera peut-être dans deux saisons sur notre secteur, peut-être qu'on ira aussi sur un autre site, puisqu'on a une belle et grande région, donc on pourra aussi trouver, je l'espère, une autre dynamique sur un autre territoire. L'Interligue était organisée par la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine, mais quels sont les prochains objectifs de la Ligue en ce qui concerne le futsal? Élément de réponse avec Olivier Guiton. Alors l'idée, comme cette saison, on a pu voir les challenges nationaux U18 et féminins seniors. Nous, l'idée, c'est d'avoir cette continuité régulièrement pendant les vacances scolaires. Et on a toujours cette projection et cette envie de basculer directement sur la catégorie U18 pour faire directement un championnat spécifique. Donc on est en réflexion, on souhaite rapidement le mettre en place nous, mais après c'est bien sûr l'envie, la volonté aussi des clubs de basculer. On a formé beaucoup d'éducateurs à ce sujet au niveau de cette pratique futsal sur les premiers diplômes, les premiers modules, et on souhaite vraiment donner du dynamisme à cette pratique, parce qu'elle est quand même primordiale et elle est en lien avec le foot traditionnel. Donc je pense qu'on a vraiment le potentiel à Nouvelle-Aquitaine pour vraiment avoir des joueurs de qualité, et on basculera, j'espère, dans moins de 5 ans, vraiment avoir aussi nos championnats seniors féminins. Ça, c'est déjà parti dans certains districts, mais à l'échelle régionale, sur nos 12 départements, on souhaiterait que ça soit régulier et qu'on puisse aussi voir les filles en salle pour cette pratique. Encore une fois, le futsal était au cœur de l'actualité du football néo-aquitain. Un moment de plaisir pour ces joueurs qu'on reverra sûrement très bientôt. Donc le FC Charente Limousine, c'est un club qui émane d'une fusion avec justement le club de Sury de 2016. Nous, on est une section féminine depuis maintenant 4 ans. 4 ans où les filles jouent ensemble. Elles ont déjà joué aussi au foot avant, mais maintenant on essaie de développer un peu plus cette partie-là. Les filles, le groupe féminin est en train de grandir un peu plus. L'année dernière on en avait 12, là on est passé à 16 maintenant. On essaie aussi de développer l'école de foot féminine. Donc moi en tant que RTJ, c'est aussi mon rôle de développer justement cette chose-là. Et c'est vrai que c'est une chose qui, avec Stéphane Moreau, donc président du club, nous tient à cœur sur ce côté féminin. Cette section a été créée il y a maintenant 3 ans et demi de ça. Elle a connu bien des périples, puisqu'on a connu la crise du Covid. Donc ça a mis un petit peu en stand-by l'évolution de ce groupe. Mais bon, voilà, personne ne s'est démobilisé. Tout le monde a continué à œuvrer pour que cette équipe en soit là aujourd'hui.
D'année en année, des nouvelles joueuses viennent intégrer le groupe. Aujourd'hui, on a un groupe de 18 joueuses, donc c'est très bien. Des jeunes joueuses, des plus anciennes, mais voilà, tout ça fait que aujourd'hui le groupe se porte plutôt pas mal et on espère que ça va continuer encore très très longtemps et puis pouvoir évoluer rapidement d'ici peu de temps, peut-être en équipe à 11. De manière que vraiment que ce football se démocratise dans notre secteur. Je suis venu ici du coup pour voir ma mère qui joue défenseur ici au club. Après c'est sympa de la voir jouer parce que elle se dépense beaucoup malgré son âge qui est 43 ans, il faut le faire quand même pour jouer encore. Avant, quand elle était à l'armée, ça fait un petit moment déjà, elle jouait avec des filles de son régiment et puis elle jouait à 11, elle joue sur grand terrain et puis là elle joue à 8 avec d'autres filles, donc ça fait bizarre de la voir jouer encore. Hein. Alors moi c'est la 3e année que je suis licenciée au FCCL, donc au Charente Limousine. Il y a eu une très grande évolution depuis que je suis arrivée. Voilà, là on a un bon groupe. L'année dernière on a été finaliste de la Coupe Charente, donc ça a été un très beau parcours pour nous. En championnat on a eu des difficultés parce qu'on a été en phase élite, en poule élite, avec une équipe très jeune qui commençait juste le foot pour la plupart. Donc ça a permis de souder un peu plus le groupe et donc là ce début de saison on a réussi à avoir des résultats, on a eu d'autres arrivées, il y a eu un petit peu un remaniement de l'équipe, donc vraiment c'est super cool et franchement le club nous intègre beaucoup, nous les filles, parce qu'on peut penser que voilà, on est des filles, on est peu mis à l'écart, mais en fait pas du tout. Là aujourd'hui, voilà, il y avait notre équipe C qui jouait à 13h juste avant au stade municipal. Nous on joue sur le stade annexe à 15h et il y a la B aussi qui joue sur le terrain municipal. Donc ça permet de regrouper un petit peu toutes ces équipes seniors, d'avoir un peu plus de visibilité pour notre équipe féminine. Et puis ça permet d'avoir une meilleure ambiance et de vraiment nous intégrer au club. Les nouvelles infrastructures de Châtelaillon accueillaient la formation gardien de la Nouvelle-Aquitaine. L'objectif est de faire monter en compétence les entraîneurs gardiens de la région. Cette formation de 2 jours était animée par Michael Nicolo, le référent gardien de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. On l'écoute. L'objectif de cette formation, c'est d'accompagner les différents entraîneurs du département à monter en compétences et de les accompagner sur les 2 modules, puisque la formation est composée de 2 modules, le module 1 et le module 2, et de les amener jusqu'à la certification pour qu'ils puissent mettre en pratique dans leur club auprès des jeunes gardiens de but tout ce qu'ils auront vu durant ces deux formations. Déjà, on a pris le temps de connaître bien les stagiaires, de prendre un temps suffisant pour échanger tous ensemble. Le but de ces formations, c'est de créer des échanges, des temps de partage avec l'ensemble des stagiaires. Et après, on est sur une partie théorique qui se passe en salle. Et après, des parties pratiques, des mises en situation pédagogiques où on va sur le terrain. Et là, on avait la chance d'être dans le club de Châtelaillon qui nous a mis à disposition des jeunes gardiens, où on a pu mettre en pratique avec des jeunes gardiens de but qui correspondent à la tranche d'âge du diplôme qu'ils sont en train de passer. Donc une partie théorie et une partie pratique sur le terrain. La partie théorique, elle commence en début de matinée. L'occasion pour le référent gardien de faire de l'analyse vidéo et de conditionner au mieux les stagiaires afin de préparer la mise en pratique qui aura lieu en suivant. Moi, au Pôle Espoir, j'ai les gardiens qui l'ont un petit peu automatisé. Ils arrivent à 13 ans, ils me font la croix. Bon, sauf qu'ils font 1m70, ils ne prennent pas encore de place, ils n'ont pas encore grandi, mais on l'aborde quand même. On l'aborde, moi je pars du principe que la croix peut être utile à partir du moment où on est très proche de l'attaquant. Si on est à 1 mètre de l'attaquant et qu'on vient ici et qu'on prend de la place, on peut avoir de l'efficacité par rapport à ce geste technique. Mais attention, la croix, ça veut dire que là, si l'attaquant nous fait un crochet, on n'a plus d'appui. Moi, je vais aller sur le terrain. Là, il y a les petits gardiens qui sont arrivés avec Julien.
Je vous ai mis les passages MSP de ce matin. On va avoir deux situations, une situation sur les duels et une situation sur déplacement plongeon. Et on verra sur le module 2, on anticipe un peu, quand on va associer le déplacement et le plongeon, on va être sur de la fermeture d'angle. Pareil sur la vidéo du Goyuri ce matin, on a vu que quand un attaquant est plutôt côté et que le gardien se déplace, on est sur fermeture d'angle avec prise de repère au niveau de nos poteaux. Et on terminera par deux jeux, un jeu sur le plongeon et un jeu sur le duel. C'est bon pour vous ? Ouais, hier c'était cool, on était tous ensemble, donc toute la journée on a vu sur la télé plein de vidéos et plein de choses, comment faire, comment parler aux gardiens, quel thème aborder dans les séances de spé gardien et tout. On a aussi vu la différence entre les gardiens filles et garçons, et après on a mis ça en pratique, donc c'était cool. Moi si j'ai pris le jeu au pied, donc du jeu au pied plus dans la conservation, c'est-à-dire repartir court sur les côtés. Donc j'ai fait plein d'exercices de passe en retrait avec de la pression, sans pression, travailler analytiquement un peu et tout ça. La mise en situation de ce matin, ça va être sur la prise de balle. Donc la technique de bien mettre ses bras quand on va au sol, à mi-hauteur et aérienne. Des cerceaux, sortie de cerceaux au sol, après mi-hauteur et aérienne, et après mixer une prise de balle au sol ou mi-hauteur, plus une aérienne derrière. Fini la théorie, place à la pratique désormais où les stagiaires ont pu mettre en place des ateliers pour les jeunes gardiens du club. Le déroulement de la séance est effectué en plusieurs étapes très précises que nous détaille Michael Nicolo. Oui, on a abordé les différents procédés qui sont demandés pour la construction d'une séance. Donc on part toujours d'un échauffement, d'une mise en train. Après, il y a une partie exercice analytique et adaptatif. Et ensuite, on enchaîne par des situations et on termine par des formes jouées avec différents thèmes qui, sur le module 1, sont le déplacement, la prise de balle, tout ce qui va être relance, jeu au pied et relance à la main, et la notion de plongeon. Et on a commencé aussi à aborder la notion de duel.